Bien, bonjour à tous et merci de vous être connectés pour participer à ce quatrième webinaire organisé par la plateforme française pour la MRIP, c'est-à-dire la mobilisation des ressources intérieures publiques. Mon nom est Anne-Marie Jourgeon, je suis responsable de programme à la FERDI et je vais jouer le rôle de modérateur durant ce webinaire. Le thème de ce webinaire porte sur les agences de recettes et plus précisément sur leur rôle dans la mise en place et le succès des réformes visant à moderniser les administrations financières. C'est un sujet qui a été retenu par les acteurs de la plateforme parce que la majorité des pays africains qui ont adopté ce type d'organisation sont anglophones et que la question qui est aujourd'hui maintenant débattue l'est au sein des pays des États francophones qui souhaiteraient justement rapprocher éventuellement leurs deux administrations impôts et douanes pour améliorer leur efficacité et éventuellement mobiliser davantage de recettes. Alors, les présentations et les échanges qui vont suivre vont essayer d'éclairer ce débat et d'apporter quelques éléments de réponse. Comme pour les webinaires précédents organisés dans le cadre de la MRIP, une note introductive que nous avons rédigée à la FERDI va être présentée par Émilie Caldera, qui est maître de conférence au CERDI. Cette note, après cette présentation, il y aura plusieurs interventions. Tout d'abord, Maureen Kidd, qui est d'ancien cadre supérieur de l'administration douanière et fiscale du Canada et consultant en administration des recettes, fera un point sur les recherches actuelles. Elle est co-auteure de plusieurs papiers déjà parus sur le sujet. Ensuite, Grégoire Rota-Graziosi, qui est professeur et directeur au CERDI et responsable de programme à la FERDI, présentera quelques conclusions d'une recherche sur les résultats comparés de certaines mesures adoptées dans le cadre des réformes, dont les agences de recettes. Et enfin, Peter Yumbu-Rukera, qui est expert en réforme et modernisation des administrations fiscales, abordera la question d'un point de vue plus opérationnel, puisqu'il va nous présenter l'expérience du Rwanda, qui est un pays qui a opté pour ce type d'organisation il y a maintenant plus de 20 ans. Alors, après ces interventions, un temps sera laissé pour permettre aux intervenants de répondre aux questions qui peuvent être posées en ligne et pour lesquelles on essaiera d'apporter des réponses. Voilà pour le déroulement. Eh bien, Émilie, je te laisse la parole pour nous faire une introduction sur ce sujet. Émilie, à toi. Merci beaucoup Anne-Marie, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais faire une brève introduction d'une dizaine de minutes pour introduire donc ce quatrième webinaire organisé dans le cadre de la plateforme MRIP, webinaire qui pose la question suivante: les agences de recettes, principal enjeu de la réforme des administrations fiscales et douanières. Alors, c'est une question difficile, puisque l'introduction des agences de recettes se retrouve souvent au cœur des débats sur la réforme des administrations dans les pays d'Afrique depuis plusieurs décennies. Elle a d'ailleurs été introduite dans bon nombre de pays d'Afrique, d'abord, comme Anne-Marie disait, en Afrique francophone avec le Ghana en 85, et puis jusqu'à plus récemment en Afrique de l'Ouest avec notamment le Togo en 2014. C'est une réforme qui est presque toujours évoquée pour accompagner donc la refonte des administrations. Elle est présentée comme une solution pour remédier au manque de collaboration entre les administrations fiscales et douanières, à l'inefficacité des ressources humaines au sein de ces administrations publiques, à la corruption et finalement à la faiblesse persistante des ressources fiscales. Et en même temps, parallèlement, son efficacité est toujours vivement débattue et ne fait pas l'objet de consensus. Alors, l'introduction d'agences de recettes, c'est une réforme drastique qui consiste à déléguer la collecte des ressources fiscales à une agence plus ou moins autonome qui va regrouper les deux administrations, donc des douanes et des impôts. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on attend de cette réforme drastique ? Alors, la réforme, l'introduction d'agences de recettes s'inscrit avant tout dans une volonté d'améliorer la gouvernance en renforçant les administrations grâce à une autonomie accrue de celles-ci vis-à-vis du pouvoir public.
puisqu'on va isoler la perception des impôts de toute ingérence politique en plaçant l'administration fiscale, qui est habituellement située au niveau du ministère des Finances, sous l'autorité d'une agence semi-autonome. Donc, plus autonome, plus indépendante, on s'attend du coup à une meilleure performance dans la collecte, et notamment grâce à une redevabilité accrue qui est fondée sur une meilleure répartition, enfin sur une répartition claire des rôles et des responsabilités entre l'agence de recettes d'une part et le pouvoir politique d'une autre. Ceci d'ailleurs fonctionne dans les deux sens, puisqu'on s'attend également théoriquement, donc d'un côté à l'amélioration de la collecte des ressources de la part des administrations, mais d'un autre au renforcement de la politique fiscale grâce à une réduction des risques d'interférence entre les administrations fiscales et douanières et la conduite de la politique fiscale. Mais peut-être avant même cela, la délégation de pouvoir de la collecte des recettes, c'est avant tout un signal d'engagement très fort de la part du gouvernement en faveur de l'application de la loi fiscale. Ça renvoie aux travaux de grands économistes tels que Kydland et Prescott ou Rogoff qui ont montré que l'incohérence temporelle était source de biais inflationnistes et que donc, pour répondre à cela, une possibilité, c'était de déléguer la gestion monétaire à un banquier central pour minimiser les tentations inflationnistes du gouvernement. Là, on retrouve cette idée que la séparation de la décision politique et de sa mise en œuvre doit améliorer la crédibilité des politiques. Donc, l'autonomie de gestion qui est accordée aux agences, c'est avant tout, dans ce cadre-là, le signal d'une volonté de collecte des ressources et d'une politique de contrôle plus efficace, puisque les politiciens mettent l'application de la fiscalité hors de leur contrôle, et donc ils font preuve d'un engagement crédible en faveur d'une application non discrétionnaire de la politique fiscale. Ça, c'est un peu la philosophie générale. Il existe aussi des arguments additionnels qui sont plus pratiques pour encourager la mise en place des agences de recettes. Premièrement, 3 points. Premièrement, en fusionnant en une seule entité les administrations fiscales et douanières, les agences de recettes, elles visent à réduire les coûts de fonctionnement, à favoriser les échanges d'informations entre les deux administrations, à favoriser leur collaboration, à exploiter les synergies qui sont importantes, puisqu'on considère que l'absence notamment du partage de données entre les deux administrations peut vraiment être un frein à la performance dans la mobilisation des ressources domestiques, en particulier en Afrique subsaharienne. Ça, c'est un argument important. Deuxième argument important, les agences de recettes, elles permettent de se libérer des contraintes qui pèsent sur la gestion des ressources humaines au sein des administrations publiques. Et notamment un point important qui est souvent relevé, c'est que les administrations des pays en développement offrent souvent des salaires qui sont trop faibles pour attirer les meilleurs et puis pour aussi lutter efficacement contre la corruption. Donc, les agences de recettes ne sont pas soumises aux mêmes règles en termes de recrutement, de licenciement, de rémunération, aux mêmes règles que les administrations le sont. Et donc, du coup, ça leur permet d'accroître le niveau des salaires et donc de gérer plus efficacement les problèmes de corruption et puis de manière générale de mieux contrôler les ressources humaines. Troisième point également à noter, les agences de recettes sont aussi, peuvent aussi constituer un catalyseur pour engager de plus vastes réformes. C'est d'ailleurs le cas souvent, la mise en place d'agences de recettes est souvent accompagnée d'efforts importants, notamment dans la modernisation des systèmes informatiques ou dans l'introduction de numéros d'identification des contribuables uniques, etc. Donc voilà pour ce que l'on attend théoriquement de la réforme. Deuxième question qu'on peut se poser, donc, quels sont les risques inhérents et quels sont les éléments importants à considérer pour sa réussite? Alors, un point crucial, c'est que la politique fiscale est une fonction centrale de la gestion macroéconomique et elle doit rester du ressort du gouvernement et du Parlement. Donc, la réussite de cette réforme tient donc en ce que l'État
pilotent la politique fiscale et sont en mesure d'exercer son pouvoir de tutelle sur ces agences. C'est ce qu'a montré notamment l'exemple du Burundi, où les montants collectés étaient assez en deçà de ceux espérés à la suite de l'introduction de l'agence de recettes. Et il a été finalement montré que c'est un renforcement institutionnel au niveau du ministère des Finances, notamment via la mise en place d'une unité de politique fiscale en charge de la définition de la politique fiscale, qui était indispensable à la réussite d'une telle réforme. Deuxième point important qui a été mis en évidence également, c'est qu'une trop grande autonomie pourrait avoir des conséquences négatives. Alors, premièrement, il a été montré en Ouganda qu'une autonomie trop importante pouvait mener au harcèlement des contribuables et entacher la légitimité de l'institution, voire même détériorer le civisme fiscal. Donc ça a été montré par un auteur, Terskin Sden, bon, le nom est difficilement prononçable, désolé, en 2004 sur le cas de l'Ouganda. Deuxièmement, une autonomie trop importante pourrait aussi réduire explicitement le pouvoir discrétionnaire du gouvernement et créer des tensions qui auraient une incidence sur le rendement, car bien que les deux entités doivent être indépendantes, les bonnes relations entre ces deux institutions sont essentielles. D'une manière plus générale, un partage de compétences entre ces deux institutions flou, enfin un partage pas clair des tâches entre les agences de recettes et le ministre en charge des finances peut engendrer des relations conflictuelles, des incohérences dans les politiques publiques menées, voire même une dilution des responsabilités. Certains auteurs vont même encore plus loin, c'est le cas de Dom en 2017, qui dit que si on interprète le système fiscal finalement comme le résultat d'un processus de négociation entre les décideurs politiques et les agents économiques, et bien dans ce cas, isoler l'administration de la politique pourrait carrément compromettre la viabilité politique à long terme et par conséquent son efficacité. Troisième point sur lequel on peut focaliser quand on parle des risques inhérents à l'introduction d'agences de recettes, c'est qu'il faut noter que ça constitue quand même un investissement initial important. Il y a des coûts de transaction forts, de transition, pardon, il y a des coûts de transition forts et ça peut avoir un impact négatif sur la mobilisation des recettes, hein, au moins à court terme. Et cette déstabilisation engendrée à court terme est parfois considérée comme étant d'autant plus forte que les fonctionnaires en poste dans les administrations fiscales et douanières peuvent ne pas être embauchés directement par la nouvelle agence. Donc, on a vu ce qu'on attend de cette réforme théoriquement, les risques inhérents par ailleurs, et donc il semble légitime de se demander quels sont les résultats observés, que montrent les études empiriques sur le sujet. Mauvaise nouvelle, hein, il n'y a pas de réponse très claire quand on fait une revue générale de la littérature empirique, donc il n'y a pas de réponse claire quant à l'efficacité des agences de recettes. Avant peut-être d'en parler, il est à noter que la principale difficulté pour déterminer l'impact causal de l'introduction des agences de recettes sur l'efficacité de la collecte de celles-ci, c'est de construire un contrefactuel qui permettra de s'assurer que l'effet observé puisse effectivement être associé à l'effet de cette réforme. Comme elle est souvent associée à une volonté forte de réformer et donc à la mise en place d'autres réformes simultanées, il y a des biais dans l'estimation, notamment des biais de simultanéité ou des biais de sélection pour les économètres qui nous écoutent. Et donc, ça peut fausser les résultats de cette étude. L'étude qui sera d'ailleurs présentée par Grégoire, juste après ma présentation, a le mérite de corriger pour ces éventuels biais et en cela est très intéressante. Si on fait un rapide tour d'horizon du coup de la littérature, donc parmi les études les plus significatives qui montrent un impact positif, on a une étude de Talierchio en 2004 à partir d'enquêtes qui ont été faites auprès de 200 grands contribuables et conseillers fiscaux dans 4 pays d'Amérique latine. Ils mettent en évidence une relation positive entre la perception, donc ça reste subjectif, hein, la perception d'une plus grande autonomie et la performance de la collecte des impôts. On a également donc la contribution de Grégoire avec Christian Ebeke et Mario Mansour qui porte, elle, sur les pays d'Afrique subsaharienne, mais Grégoire avec une analyse d'impact rigoureuse, mais Grégoire la présentera mieux que moi.
Ensuite, on a des études qui ont des résultats un peu plus mitigés. C'est le cas de celle de Kidd et Crandall en 2006 ou celle de Bixten et Hall en 2015. Donc, la première conclut que si les pays qui se sont engagés dans cette réforme jugent que l'administration des recettes s'est améliorée et modernisée, il n'y a pas finalement de preuve objective que cela se soit traduit par des résultats concrets en termes de collecte. La deuxième montre que l'effet moyen sur les recettes est positif à court terme, mais qu'il disparaît ensuite. On a aussi une étude de Fellstadt et Moore en 2009 qui conclut que rien n'indique que la création d'agences de recettes ait amélioré la mobilisation des ressources, mais elle aurait toutefois facilité la mise en place d'une série de réformes et détourné les pressions qui auraient pu autrement émerger en faveur d'une privatisation substantielle de la perception des impôts. Moore, en 2004, conclut également à l'absence d'augmentation perceptible des recettes, mais là encore, elles auraient quand même permis d'améliorer les perspectives de carrière des hauts fonctionnaires fiscaux africains et donc permis davantage de mobilité au sein des hauts fonctionnaires entre les agences fiscales et le secteur privé. Et d'ailleurs, il met en évidence un risque de conflit d'intérêts dans ce cadre. Et enfin, on a des études qui concluent plutôt à l'inefficacité des agences de recettes, notamment une récente, donc par DOM en 2017, basée sur un panel de 46 pays pour la période 1980-2012, qui conclut carrément à l'absence d'effet des agences de recettes, à la fois sur les performances de revenus, sur l'effort fiscal, sur la volatilité des revenus et sur la corruption en Afrique subsaharienne. En rajoutant encore une fois que les études n'ont pas toujours la même fiabilité selon les méthodes économétriques utilisées, notamment dans ce cadre particulier qui est très complexe. Donc peut-être juste un mot pour conclure. On peut dire que la mise en place, en conclusion quand même, que la mise en place d'une agence de recettes n'est en aucun cas, là, il y a à peu près consensus là-dessus, une réforme qui peut être mise en place d'une manière uniforme. Hein. Donc, au-delà des principes, la mise en œuvre pratique des agences de recettes est capitale pour favoriser le succès. Et elle doit, pour cela, donc, tenir compte des conditions locales et elle ne peut faire l'économie d'une mise en œuvre adaptée à chaque contexte institutionnel particulier. Sans cela, ça risque d'être effectivement une réforme inadaptée et inefficace. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie et je cède la parole. Merci Émilie, pour cette brève revue de la littérature donc, sur ce qu'on peut trouver dans le passé. On a déjà conscience qu'il va être très difficile d'apporter des réponses claires à toutes les questions qu'on se pose, mais je crois qu'il va être intéressant de poursuivre le débat, surtout quand Maureen va nous présenter un petit peu l'état actuel des recherches qu'elle est en train d'entreprendre et ça va nous permettre peut-être d'avancer un petit peu plus dans la réflexion et dans les conclusions qu'on peut tirer de tout ça. Maureen, je te laisse la parole. Merci énormément Anne-Marie. Laisse-moi, j'ai juste partagé l'écran. J'ai une toute petite PowerPoint de 5 ou 6 slides, plutôt pour encadrer la discussion que d'autres choses. Voilà. Alors, titre. Alors, merci encore une fois à Ferdi pour l'invitation de participer avec vous ici aujourd'hui. Et ça tombe très bien parce qu'on a une expérience FM et je ne travaille pas pour la famille. Je devrais clarifier ça d'avance. Mon expérience canadienne, fonctionnaire du Canada, qui a passé vers l'intégration de la douane et impôts, cette période de fusion, et ensuite après l'agence. J'étais très impliquée dans le processus ici au Canada. Et ensuite, les dernières 15 années, avec le fonds sur la base consultant, un travail sur l'impact d'autonomie. Alors, à ce jour, il y a vraiment 3 grands volets, 3 grands documents qu'on cite. 2 sont anciens, je toucherai un tout petit peu à ces 2-là, mais ce que je voudrais vraiment toucher ici, c'est la recherche actuelle à ce jour. 2006, le fonds a été pris avec la grande question avec ces agences qui montaient en nombre. Bonne idée ou mauvaise idée? Ils étaient souvent sollicités par les pays. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut regarder? Alors, on a lancé une recherche.
on avait espéré qu'on pourrait répondre à ces questions. Mais comme Emily dit, après une longue période de presque 15 mois de recherche, questions, interrogations, on a vu que c'était impossible dans le temps d'avoir le vrai comme clair et totalement clair. Alors, qu'est-ce que ce papier donne dans la grande discussion? Mais au moins, à ce temps-là, je pense qu'on avait 29 pays. On a fait un inventaire des aspects, des caractéristiques de ces organisations. On regardait de près qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le domaine des ressources humaines, étant donné que c'est un des plus importants aspects de ces agences, une certaine liberté qui vient avec cette autonomie. On a constaté, il y a quelques conclusions qu'on a fait, mais c'était plutôt sur l'efficacité. On les a demandé de classer le raisonnement pour lequel le gouvernement a mis l'agence en place. Grande conclusion qui est sortie de tout ça, quand on a demandé une auto-évaluation de ces 29 pays, il n'y avait pas un pays qui trouvait que retourner comme il était avant était la bonne voie. Même s'il y avait des problèmes avec l'agence, ils trouvaient que beaucoup d'aspects étaient meilleurs. Alors, ça, c'était le premier document. Deuxième, le toolkit. Je ne trouvais pas une bonne traduction en français pour ça. En essence, c'est un guide. Une fois un gouvernement avait décidé, il retournait vers la famille encore. Est-ce que vous pouvez nous aider? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut réfléchir? À quoi? Etc. etc. Alors, ce toolkit, c'est vraiment juste comme un manuel à quoi mettre en place une agence avec une certaine autonomie. Et le travail sur la grande question restait à ce point-là pendant les prochaines 10 années. Beaucoup de pays ont décidé de prendre le modèle et de mettre en place, je pense qu'au moins une dizaine dans cette période de temps. Beaucoup de pays sollicitaient les familles d'avancer avec la recherche. Alors, c'est de ça que je vais parler ici aujourd'hui, de passer un peu plus de temps. Même si je ne suis pas avec la famille, je travaille avec eux et c'est à leur nom que je vous donne une certaine idée de qu'est-ce que nous faisions avec cette recherche-là. L'idée était, il y avait deux grandes volets. Mettre à jour ce qu'on a vu en 2006, les caractéristiques qui donnent à quoi ces agences, quelle valeur ils ont, mais d'élargir la discussion autonomie parce que vis-à-vis nos travaux avec OCDE, Banque mondiale, ça devenait assez clair qu'une agence classique n'était pas la seule façon que l'autonomie se présentait dans ces administrations fiscales. Par exemple, l'Australie, ils n'ont pas une agence comme telle classique, mais ils disent ils ont l'autonomie. Alors, c'était quoi qui est en arrière de tout ça? Alors, c'était ça qui nous a inspirés. On a pu voir les lois, vous voyez ici, de 40 pays, 37 sur eux, excusez-moi, sont le modèle classique, qui veut dire une agence avec un conseil, puis un conseil qui a été donné le pouvoir de prendre des décisions sur les aspects administratifs de l'administration. On a regardé aussi dans ces lois, puis on a créé un genre d'inventaire que le mandat essentiel, la forme juridique, le rôle du conseil, le rôle du chef, parce que souvent quand on travaille dans ces pays, on voit beaucoup de confusion, si je peux dire comme ça, entre les deux grandes positions qui doivent gérer l'organisation. Nous sommes en train de faire une analyse du comportement de ces conseils. On les avait appelés conseils d'administration pour faire la différence avec conseil de directeur classique dans le secteur privé. On commence à comprendre de plus en plus, ils se comportent plutôt comme conseil de directeur, qui pose des questions intéressantes dans le contexte d'administration fiscale quand eux, le conseil, n'ont aucun pouvoir ni autorité dans l'administration des lois. Alors, pour ceux qui se trouvent dans la position de commissaire général, ça devient un peu plus compliqué et intéressant parfois. En plus, on regarde la question de gouvernance. Est-ce que c'est différent si vous êtes une agence avec une certaine autonomie? À part gouvernance, on va dire les grandes pratiques modernes d'administration fiscale et en plus l'éthique. Est-ce qu'on voit une différence? Et toute dernière question, surveillance. Alors, soit interne, vérification interne, et le rôle du Cour des comptes ou vérificateur externe pour ces administrations, c'est là qu'on regarde de près qu'est-ce qui se passe dans ces sujets-là. Mais la grande question, c'est quelle différence est-ce que ça fait? Et je pense que là, c'est très lié à ce qu'Emily vient de nous citer. On avait espéré pouvoir essayer de voir si on pourrait faire comparaison entre un groupe qui avait plus d'autonomie qu'un groupe qui n'en avait pas.
Et en disant plus d'autonomie, il faut bien dire, et je pense que ça a été dit, que l'autonomie n'est jamais sans ses conditions et sans ses limites. C'est un genre de quasi-autonomie, si je pourrais dire comme ça. Et normalement, c'est plutôt sur les questions de ressources humaines et budget qu'on touche cette autonomie. La plupart, notre inventaire, une fois que notre papier est publié, espérons l'automne, vous allez voir la plupart de ceux qui sont le modèle classique, ils sont sous la direction ou supervision du ministre des Finances. Alors là, on se posait, bon, comment on définit qui est plus autonome et qui est moins? Mais grande différence des dernières 15 ans, il y a beaucoup plus de sources d'informations. Alors pour nous, on a regardé ISORA, c'est l'étude internationale sur les données des administrations fiscales. C'est le modèle FMI, OCDE, Banque mondiale, beaucoup d'organisations y tiennent. Il appuie données du Banque mondiale, données je vois, j'ai pas très dit, la transparence internationale, force de travail, les statistiques de revenus, il y a beaucoup qu'on pourrait regarder. Alors, et c'est là qu'on est arrivé. Alors, ce qui est plus autonome, encore toujours quasi-autonomie, ça fait en deux parties. C'est le groupe classique, le groupe ceux qui ont des conseils avec le pouvoir de décision, parce qu'il y en a qui sont modèle classique, mais aucun pouvoir. C'est des pouvoirs de conseiller et pas plus. Alors, là-dedans, 37, ces 68-37 sont de ce groupe agence classique pouvoir de décision. 3 sont agences classiques créées par la loi, mais le conseil n'a pas de pouvoir décisionnaire. Le conseil a que peut donner le conseiller le chef. Alors, ça veut dire que, alors 37 plus 3, les 40, alors 28 autres. Et c'est là, de mon point précédent, l'autonomie commence à se présenter dans d'autres modèles aussi que le modèle qu'il y en a qui trouvent problématique d'avancer une loi pour créer une agence. De ces 37 qui sont des modèles classiques avec les conseils décisionnaires, il y a 11 qui sont uniquement fiscales. Alors, la douane n'est pas dedans. Et là, je vous donne des exemples. La liste exacte, c'est où on trouve les agences qui s'occupent seulement des impôts. Intéressant pour ceux qui ont des conseils que de conseils, aucun pouvoir décisionnaire. Tous les trois, c'est les deux ensemble, douane et impôts. Alors, l'Argentin, Éthiopie et Royaume-Uni. Un autre exemple un exemple intéressant d'un pays qui n'a pas l'agence classique, mais qui a pas mal d'autonomie quand même dans ce qu'ils font. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on est arrivé à ce groupe de 68? Bon, comme j'ai dit, on a pris ceux qui ont une loi avec conseil décisionnaire et après on a regardé 5 questions intéressantes d'ISORA pour nous informer. Alors, parce que si vous répondez oui à ces questions, pour nos besoins, nos attentes, vous avez un certain niveau d'autonomie. Alors, vous voyez ces 5 questions-là. Vous avez le pouvoir de structure interne. Vous pouvez décider chez vous. Il ne faut pas aller au ministère des Finances, ministère de la fonction publique. Vous avez le pouvoir discrétionnaire sur le budget, qui veut dire que vous pouvez verser l'argent vis-à-vis des chapitres. Vous avez en anglais, c'est one-line budget. C'est à vous le pouvoir de choisir vos nouveaux employés. Et ça veut dire en arrière de ça, comment, etc., etc. C'est à vous de décider des promotions. Vous allez au-delà de chez vous, l'agence. Et vous pouvez terminer l'emploi aussi, qui, on sait déjà, dans la fonction publique est compliqué pas mal. Alors, c'est un autre pouvoir. Alors, pour arriver aux 68, c'est les pays qui ont pouvoir répondre oui à ces questions-là. On les inclut dans la grande définition de quasi-autonomie. Qu'est-ce que ça laisse? Ça nous laisse avec 91 qui ont, on dit, moins d'autonomie, pas d'autonomie. Et là-dedans, il y a 25 qui incluent la douane. Alors, je vous cite ces chiffres douane, impôt, juste parce que ça fait un peu une partie de ce qu'on discute. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois on a ces deux groupes-là? Qu'est-ce qu'on regarde? Et ça, c'est le travail qu'on est vraiment en train de faire maintenant. On a décidé sur une série de thèmes. Et c'est dans chacun de ces thèmes, on regarde résultats vis-à-vis de ces deux grands groupes. Alors, pas surprenant, le grand premier, c'est les administrations, fonctions administration, les fonctions, excusez-moi, de l'administration fiscale classique. Administration, services auprès des contribuables, traitement, déclaration et paiement, vérification et contrôle, recouvrement.
Alors, est-ce qu'on voit les résultats opérationnels qui sont différents? Là, deuxième thème, gestion générale, budget, etc., etc. Ressources humaines, grand sujet pour ce genre d'agence. L'efficacité, est-ce que les résultats sont très différents? La responsabilité et la transparence, éthique, encore, ça nous arrive. Les résultats fiscaux importants, là, c'est là le plus compliqué parce que c'est très difficile quand on essaie d'établir un lien causal. C'est quoi qu'on peut mettre à l'agence? Et il y a tellement d'autres choses qui jouent dans cette scène-là. Et là, le contrôle, à quel point ils sont au niveau de bonnes pratiques internationales pour le nombre d'audits qu'ils sont capables de faire dans chacun de ces domaines-là. Alors, ça, c'est le tout dernier slide que j'ai à vous présenter. Comme j'ai dit, on est en train processus de recherche maintenant, mais il y a des éléments qui commencent à sortir, le fort et le faible. Alors, on croit côté plus fort, où ces agences semblent avoir un lien avec ce qu'on attendrait. L'ISORA calcule les indices, c'est toute une série d'indices. Bon, mais pour l'indice qui est sur la responsabilité publique, en anglais Public Accountability, ceux qui sont plus autonomes, ils ont un résultat plus fort. Aussi pour l'éthique, on attendrait de ça parce qu'apparemment, c'est une des grandes, ce qui est à l'arrière de la création de ces agences-là. Et revenu vis-à-vis le GDP, mais encore, c'est très difficile de focaliser sur quel est l'élément de la recherche. Puis un tout récent papier de DOM qui fait exactement ce point-là, où c'est plus faible, mais si on fait lien avec les indices de transparence internationale et résultats, là, c'est un peu plus faible. Coût de collection, là, on hésite vraiment, je ne sais pas à quel point on va pouvoir aller de l'avant avec cet élément, parce que ça, c'est juste une statistique compliquée dans tous les éléments et tous les contextes à s'en servir. Et encore, le coût de recouvrement. Excusez-moi, le contrôle, à quel point ils sont doués qui sont bien placés, excusez-moi, pour faire les contrôles. Alors, Anne-Marie, je vous remets la parole. Ça, c'est un peu une perspective en vitesse de ce qui a été fait antérieurement, il y a 15 ans, et comment on essaie de voir comment le monde a changé depuis ces années-là. Espérons que ce document serait émis formellement, espérons fin de cette année. En tout cas, je vous remercie. Parfait, merci Maureen de cette présentation et d'avoir donné envie d'attendre la parution de ce travail, parce que c'est vrai que c'est tout à fait intéressant et que ça va certainement apporter des éclairages et ça nous donne déjà quelques éléments. Grégoire va compléter parce qu'il a, lui, réalisé une étude récemment et il va nous présenter ses principaux résultats. Grégoire, tu complètes avant qu'on passe au côté opérationnel et qu'on voit un petit peu sur le terrain quelles sont les difficultés et les problèmes rencontrés quand et les premiers résultats dans un cas particulier. Grégoire, tu as la parole. Merci Anne-Marie. Bonjour à tous. Alors, je vais partager l'écran. Tu me dis si ça marche. C'est bon? Ouais. C'est bon. Tu n'es pas en mode diaporama, mais c'est bon. Ah, pourtant si. Ben voilà, ça c'est le problème. C'est que ça bascule sur un autre écran. Je ne suis pas en mode diaporama. Et là, c'est bon? Non. Pas encore. Oui. Alors. Essaye plein écran peut-être. Non, mais c'est pas si. Désolé. Ça ne fait rien, tu le laisses. Ouais. Je vais y arriver. Je vais me mettre sur l'écran principal. Bien. Donc, tentative, là, c'est plein écran? Non? Oui, c'est plein écran, mais on a 2 diapositives en fait. Enfin, c'est un...
C'est mieux que la solution précédente. Ah oui. Bien. On voit Bon. tes notes, Grégoire, et la diapositive suivante. Ce n'est pas en affichage diaporama. Et dans les paramètres d'affichage, juste au-dessus, là? C'est pas grave. Oui, on peut laisser comme ça aussi. Comme ça? Grave. Ouais. Ok. Donc, oui, je vais présenter, désolé. Alors, je vais présenter rapidement des résultats que l'on avait réalisés à partir d'une étude faite avec deux collègues où j'étais au FMI, donc avec Christian Ebeke et Mario Mansour. Donc, l'idée, c'était d'apprécier l'efficacité de trois grandes réformes, dont l'introduction d'une agence de recettes en Afrique subsaharienne sur les recettes fiscales hors ressources naturelles. J'y reviendrai. On avait une base de données liée aux données du FMI qui nous permettait de distinguer, qui est en ligne d'ailleurs, qui a été publié dans un autre article, qui nous permettait de distinguer les recettes fiscales issues des industries extractives, mines et pétrole, et les recettes fiscales hors ressources naturelles, que ce soit l'IS, la TVA et autres taxes. Et les deux autres réformes que l'on considérait étaient bien sûr l'introduction d'une TVA et l'introduction d'une direction des grandes entreprises, d'une DGE, qui participe à la réforme des administrations fiscales standards, notamment dans les pays francophones, mais les agences de recettes ont également des DGE. Donc la base de données porte sur 41 pays. La période, je crois que c'était 1980-2010. On a fait une mise à jour de cette base jusqu'à 2015 avec plus de détails. D'ailleurs, cette étude pourrait être réactualisée. La méthodologie empirique s'appuie sur deux approches qui permettent d'avoir ces fameux contrefactuels que citait Émilie, mentionnait Émilie. Donc, une relève du propensity score matching, elle va permettre d'avoir une appréciation plutôt statique de l'introduction de l'une de ces réformes et des combinaisons des réformes, parce qu'on va regarder aussi la combinaison de la TVA et d'une agence de recettes, la TVA et une TGE, ou une agence de recettes toute seule, etc. Et puis la seconde méthode, c'est une méthode dynamique développée par Abadi, entre autres, pour apprécier les effets de, par exemple, du terrorisme en Espagne sur la croissance des provinces. Bref, c'est la synthétique contrôle méthode qui permet, ces deux méthodes sont, l'une est statique, l'autre est dynamique, elles permettent avec des algorithmes de construire des contrefactuels, donc des pays fictifs qui seraient très proches du pays qui a introduit la TVA en 1990. Du coup, on aurait un pays similaire, mais qui n'aurait pas la TVA, et on pourrait évaluer l'évolution de leurs recettes en ressources naturelles. Je ne sais pas si ça défile. Je sais plus sur quel écran je suis. Donc, du coup, ici, vous avez juste les graphiques du nombre de pays qui ont adopté ces trois réformes en Afrique subsaharienne de 1980 à 2010. Vous voyez, la TVA a été largement adoptée, bien sûr, avec de fortes incitations, notamment du FMI, dans le cadre aussi de la transition fiscale. Les SARA, les agences de recettes, c'est la courbe en vert, sont passées de 0 en 1980 à près de 20 en 2010. Les DGE sont plus fréquentes. Là, c'est juste ça présente juste un diagramme de veine pour montrer, en fait, parmi les 41 pays d'Afrique ou 42 pays d'Afrique subsaharienne que l'on considère, quels sont les pays qui ont quelles réformes. Donc, par exemple, vous avez 5 pays qui n'ont aucune de ces réformes. C'est l'Angola, l'Érythrée, la Guinée-Bissau, le Sao Tomé et Principe et le Swaziland qui n'ont ni la TVA, ni de DGE, ni d'agence de recettes. Les 5 pays qui ont les 3 réformes, qui sont l'Afrique du Sud, le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda, en 2010. Le Togo arrivant après. Et cet autre graphique qui est aussi intéressant, c'est la séquentialité de ces réformes. Là, donc, chaque ligne correspond à un des pays africains que l'on étudie. Et en orange, c'est l'introduction de la TVA. En bleu, c'est aucune réforme. Et si vous voulez, en vert, c'est les DGE. Et en rouge, rouge pourpre, on va dire, c'est les
les agences de recettes et on voit la dominance, la préséance de l'adoption de la TVA dans les stratégies de réforme. Donc, cette séquentialité peut aussi avoir un impact sur l'efficacité même de l'appréciation de l'agence des recettes. Alors, je vous résume vraiment très rapidement les résultats que l'on a dans le papier, aussi bien pour l'approche statique que l'approche dynamique. Les DGE seuls, et ça avait posé problème tant que j'ai été obtenu, n'ont aucun effet en termes de recettes. C'est non significatif de façon statique et dynamique. La TVA seule améliore significativement les recettes de 2 à 2,5% de points de PIB. C'est significatif à 1% en version statique. En version dynamique, l'effet de l'introduction de la TVA, ça marche, mais pas d'amélioration notable des recettes à moyen et long terme. Les agences de recettes, elles, amélioreraient les recettes de 2 à 4 points du PIB, même 4,5. Ça dépend en fait de l'algorithme de contrefactuel que l'on génère. C'est pour ça que vous avez deux colonnes, 2,63 et 4,52. Significatif à 1%, donc c'est un effort a priori correct et très important. Et à 5 ans, ça a un effet significatif également et ça améliorerait également de 2% du PIB les recettes fiscales. Maintenant, les combinaisons TVA et DGE, on a même un effet négatif des recettes. Quand on combine TVA et DGE, on a essayé de trouver un argumentaire. Il y a une histoire de concentration des recettes sur quelques entreprises gérées par la DGE. Il y a peut-être un délaissement des autres entreprises moindres. Mais bon, il y a eu des débats. C'est loin d'être fini. En tout cas, la TVA, combiner la TVA et une agence de recettes, bien sûr, vous avez un effet significatif positif. Alors, qui n'est pas systématiquement significatif, excusez-moi, on peut avoir des effets très importants. Là, on parle de plus 4 points, voire plus 6 points du PIB, 6,5 points du PIB. Selon le contrefactuel utilisé, ça peut s'avérer non significatif. Mais en tout cas, lorsque c'est significatif, cette combinaison, les effets sont très importants. Et enfin, DGE et agence de recettes, c'est non significatif. Et les trois réformes à la fois, DGE, TVA et agence de recettes, on a un effet significatif plus ou moins marqué et plus ou moins important. Donc, pour conclure, enfin, juste vous montrer les dynamiques, ça, c'est donc les résultats de l'approche synthétique. On regarde, on essaye de construire un contrefactuel, enfin, avec l'algorithme. C'est l'écart entre les recettes observées et les recettes prédites, avec ou sans l'adoption, par exemple, ici, de la DGE, des directions des grandes entreprises. Donc, on voit un effet négatif, plutôt des recettes, oui, un effet négatif, mais c'est non significatif, donc c'est pas très intéressant de commenter. Ici, on a un effet positif des recettes collectées grâce à l'introduction de la TVA, et à l'instant 0, et 5 ans plus tard, l'écart est important, est significatif. Et enfin, pour les agences de recettes, également, on a un écart important, de l'ordre relativement important, 2 à 3% du PIB, et notamment qui est résilient, qui est persistant, même 5 ans après. Bon, les critiques de ces analyses, alors bien sûr, d'une part, le coût de la réforme, l'introduction d'une DGE semble, la mise en place d'une direction des grandes entreprises est beaucoup moins coûteuse que la mise en place d'une agence de recettes, qui s'avère beaucoup plus complexe. Quant à la TVA, vous avez également toute une discussion dans le papier, entre autres, que le coût de collecte est transféré en partie au secteur privé. Il ne faut pas l'oublier que le secteur privé participe à la collecte de l'impôt avec le mécanisme de la déduction de la déductibilité. Donc, on a un coût de soumission à l'impôt de la TVA qui est l'un des plus importants au monde. La TVA est l'impôt le plus cher pour le secteur privé à gérer. C'est plus cher que l'IS. Il ne faut pas oublier que ces analyses-là empiriques, bien sûr, sont perfectibles en fonction de l'évolution même des outils économétriques, que notamment la transition, la durée d'une réforme comme la mise en place d'une agence de recettes peut augmenter significativement le coût, en particulier en termes de recettes et de mobilisation des recettes. On a bien sûr ces modèles sont très simplistes par rapport à la présentation de Maureen Kidd précédemment. On n'arrive pas à capter toute l'hétérogénéité des agences de recettes et toute la richesse. On est obligé d'être réducteur avec ces analyses et ces approches empiriques.
Et enfin, n'oublions pas qu'on parle là sur l'Afrique subsaharienne et qu'on a un vrai gros problème en termes d'appréciation des PIB, que ma variable d'intérêt, c'est quand même les recettes fiscales hors ressources naturelles sur le PIB. Et quand vous avez des pays qui, du jour au lendemain, augmentent de 30 ou 40% leur PIB, vous voyez comme ça peut impacter même l'analyse. Hein, et le cas du Burundi, le cas du Ghana, du Nigeria, en une nuit, on réévalue leur PIB et c'est plus 50, plus 20 ou plus 80% de leur PIB. Bref, vous voyez, c'est autant de ratios recettes fiscales sur PIB en moins. Au-delà de cette analyse, juste deux transparents de présentation. Donc, effectivement, Émilie en a parlé. Quand on parle d'agence de recettes, une réforme automatique, on va dire complémentaire, est indispensable. C'est la création d'une unité de politique fiscale au ministère des Finances, puisque sans unité de politique fiscale, l'agence de recettes se retrouve à définir et à appliquer la politique fiscale. Donc, vous allez me dire, c'est peut-être souvent le cas dans le cadre même des administrations fiscales, mais les administrations fiscales restent quand même des administrations. Et sous la tutelle d'un ministre des Finances qui a quand même un pouvoir résiduel de nommer le DG, alors que dans une agence de recettes, ça peut être moins le cas. Donc, ce que l'on a pu observer dans certains pays, c'est que le seul pouvoir du ministre des Finances, s'il n'a pas d'unité de politique fiscale, c'est de produire des exonérations et donc un risque d'explosion des dépenses fiscales. On avait travaillé avec Anne-Marie notamment sur l'efficacité, les conditions d'efficacité d'une unité de politique fiscale. Au Canada, l'unité de politique fiscale, elle est très bien dotée, plus de 150 personnes, je crois. Enfin, Maureen pourra me corriger, bien sûr. Et les compétences de l'UPF doivent être clairement établies, et notamment, non seulement l'estimation des dépenses fiscales, mais également les prévisions des recettes. Et ça paraît relativement incohérent quand c'est l'agence qui doit faire ses propres prévisions, qui détermineront in fine son propre bonus en fonction de la réalisation ou non des prévisions qu'elle a réalisées, qu'elle a faites pour l'année suivante. Et puis vraiment au-delà, lorsqu'on parle d'agence de recettes, donc Émilie également l'a mentionné, on parle de crédibilité de la politique fiscale et de sa mise en œuvre. Donc on a parlé de délégation stratégique, et effectivement le modèle de Kinland et Prescott sur l'incohérence temporelle s'appliquait. Il y avait deux exemples dans cet article de recherche académique qui a donné lieu au prix Nobel de Kinland et Prescott. Ça a un impact énorme en politique monétaire, puisque du coup, on a eu des banques centrales indépendantes. Donc, du coup, on est passé d'une politique monétaire à des règles monétaires. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, on a des politiques tarifaires qui ont été déléguées à des unions douanières qui mettent en place des tarifs extérieurs communs. Donc, on ne peut plus parler de politique tarifaire, mais de règles tarifaires, ou en tout cas d'une politique au niveau communautaire, mais en tout cas plus au niveau national. Donc, peut-être on peut également envisager demain ou après-demain que si on a une vraie délégation stratégique, on ne parlera plus de politique fiscale, mais de règles fiscales, sans parler des règles budgétaires, qui est un autre problème. D'un autre côté, j'ai mentionné le budget des agences de recettes. Il faut voir comment ils sont déterminés. Et même l'IRS aux États-Unis, l'Internal Revenue Service, il faut bien voir comment l'administration Trump a pu réduire significativement son budget, le budget de l'IRS, pour en faire un signal. Et ça, c'est des modèles de théorie des jeux, c'est plus ma spécialité, où en réduisant de 20% le budget d'une agence de recettes comme l'IRS, on signale que le contrôle fiscal sera moins efficace pour les années à venir. Et donc, on encourage un certain comportement de fraude ou d'optimisation plus ou moins agressive. Et ça donne lieu à des problèmes de ce que l'on voit de tax riots, enfin, c'est-à-dire liés à des complémentarités stratégiques. S'il y en a un qui fraude, l'autre va frauder, son voisin va frauder, et donc tout le monde se met à frauder, entre guillemets, parce qu'on a reçu tous le même signal que l'agence de recettes avait un budget réduit, sensiblement réduit. Et enfin, si on va de façon encore plus générale, ces agences de recettes, ce sont des agences. Ça rentre dans cette approche de la nouvelle gestion, PFM, Public Finance Management, de la nouvelle gestion des finances publiques, qui veut que les administrations sont plus ou moins jugées inefficaces. Alors, c'est très nord-américain, c'est très influencé par l'exemple américain,
Donc, on crée des agences et on multiplie des agences, notamment ici, on parle des agences de recettes, mais on pourrait parler des agences de régulation, des télécommunications, des agences de régulation, des marchés publics, etc. Ça donne une certaine souplesse en matière de ressources humaines, bien sûr, d'augmenter des salaires. On peut rediscuter, enfin, on pourrait aborder la question des primes, comment fonctionnent les primes dans les administrations fiscales, françaises ou autres. C'est loin d'être très transparent. Donc, à la limite, le budget des agences, au moins, est plus visible et plus connu que les ressources des administrations fiscales, qui sont certes dans les lois de finances, mais via les mécanismes de primes, sont noyés dans beaucoup de lignes budgétaires. C'est très difficile d'estimer, en fait, le coût d'une administration fiscale avec le coût d'une agence de recettes. A priori, pour avoir comparé un petit peu, celle du Bénin, par exemple, l'administration fiscale béninoise coûtait plus ou moins 5 à 10 fois moins qu'une agence de recettes comme celle du Burundi ou d'un autre pays, là où les agences de recettes se financent en prenant un pourcentage des recettes collectées, explicitement. Mais je pense que Maureen pourra me compléter. Et puis, il y a un autre problème. Bon, les administrations fiscales n'y échappent pas non plus, mais peut-être qu'avec les agences, c'est encore plus vif. C'est le problème du pantouflage, dont on appelle en anglais le revolving door, c'est-à-dire des spécialistes de la législation des agences qui basculent dans le secteur privé ou qui sont des spécialistes de l'optimisation fiscale. Et ça, on l'a même en France. C'est très connu aux États-Unis, c'est suivi, hein, les allers-retours entre le Trésor américain et le gouvernement américain. Ça peut s'étendre et bien sûr, là, on augmente les risques de corruption, de perte de recettes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et désolé pour avoir bugué. Merci Grégoire. Dommage qu'on ait eu quelques petits problèmes de son parce que c'était tout à fait intéressant. C'était bien d'avoir ces deux approches tout à fait différentes de deux recherches, celle de Maureen et celle de Grégoire. Les deux nous laissent un peu sur notre faim. Du côté de Maureen, on attend les résultats. Du côté de celle de Grégoire, on se dit que ça serait bien d'envisager une actualisation de la démarche et du travail qui est fait pour bénéficier, c'est vrai, des progrès en termes d'outils économétriques, mais aussi des avancées qui auraient pu être faites en ce qui concerne la maîtrise des moyens contribuables, par exemple, qui a été développée au cours des années récentes et qui n'a pas été prise en compte. Donc, c'est vrai qu'on pourrait envisager une actualisation du travail qui a été fait. Donc voilà, ça c'était pour deux présentations qui avaient trait aux recherches en cours, passé ou futur. Maintenant, on va passer à l'aspect plus opérationnel, puisque Peter Ryumba va nous présenter maintenant l'expérience du Rwanda, qui a donc un passé relativement long en termes d'agence de recettes, puisqu'il y a plus de 20 ans qu'il fonctionne sous ce type d'organisation. Peter, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et je remercie mes prédécesseurs. Les présentations sont plus intéressantes. Je vais partager avec vous l'écran. OK. OK. Moi, bon, je ne vais pas m'attarder sur les considérations théoriques des recherches, puisque mes prédécesseurs ont bien présenté ça. Je vais vous présenter le cas du Rwanda, bien sûr qui s'appuie sur les théories
et les présentations qui ont été présentées par les prédécesseurs. En fait, je vais passer en revue rapidement, je vais passer sur l'introduction, les enjeux de la mobilisation des recettes intérieures avant la période des réformes. La démarche est suivie dans la mise en place de l'Office rwandais des recettes. Les réformes mises en place après la création de l'Office rwandais des recettes. Bon, quand je parle de l'Office rwandais des recettes, c'est l'Agence rwandaise des recettes. Bon, alors, quelles sont les performances réalisées ou atteintes, les objectifs atteints? Bon, les avantages et inconvénients, je crois que mes prédécesseurs ont dit que ce sont les mêmes, presque les mêmes. Et aussi, je vais parler des facteurs de réussite et les difficultés rencontrées. L'Office rwandais des recettes a été créé en 1998. C'est déjà 21 ans qu'il est opérationnel. L'Office rwandais des recettes sa création a été matérialisée par une loi portant création de l'Office rwandais des recettes qui intègre les anciens régimes des douanes et des impôts au départ, à l'origine. Mais par après, avec l'évolution, le gouvernement rwandais, quand il a constaté que l'office est performant, ils ont ajouté aux attributions de cette agence d'autres responsabilités de collecte des recettes, telles que les recettes non fiscales. Toutes les recettes non fiscales sont collectées aussi actuellement par l'Office rwandais des recettes au moins il y a 10 ans. Il y a aussi les cotisations sociales. Ils sont collectés aussi par l'Office rwandais des recettes. Les cotisations sociales, la motivation derrière ça, c'était que pour maîtriser l'impôt sur les salaires, il vaudrait mieux que l'Office rwandais des recettes, qui est en charge de la collecte des recettes, ait la charge aussi de suivre la collecte des recettes de cotisations sociales, quitte à reverser immédiatement après collecte sur le compte de l'agence de la caisse sociale. Donc, l'Office rwandais des recettes est doté d'une autonomie administrative et financière. Semi-autonomie, puisque déjà l'Office est sous le tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Bon, donc, par là, il n'a pas une autonomie totale. C'est une semi-autonomie telle que l'on dit les théories. Quels sont maintenant les enjeux? Les enjeux avant la réforme, quelle était la situation de manière globale? Bon, le niveau de mobilisation des ressources internes, c'est-à-dire recettes fiscales, non fiscales et douanières, était très faible. Bon, en 98, du moins 97, les recettes collectées, c'était autour de 51 milliards de francs rwandais. C'était équivalent de 170 millions de dollars, soit 9% du PIB. Alors, nous avions déjà des codes des impôts et des douanes désuètes. À cette époque-là, déjà, le code des impôts datait de 1964 et celui des douanes datait de 68. Donc, ils étaient déjà dépassés. Les procédures fiscales et douanières très lourdes, complexes et lourdes, qui ne facilitent pas les contribuables. Un système de recouvrement des recettes fiscales et douanières non sécurisé, puisque la collecte ou le recouvrement était manuel. Des transactions en espèces qui étaient difficiles à tracer. Bon, une gouvernance faible, quasi inexistante d'outils de gestion et de pilotage, faible niveau de transparence et de traçabilité et de redevabilité également. Aussi, il y avait des administrations fiscales étaient cloisonnées. Il n'y avait pas de synergie d'échange des données pour lutter efficacement contre la fraude et autres évasions fiscales. Il y avait aussi un niveau de discipline fiscale très, très faible.
la prédominance, bien sûr, de la corruption et des détournements. Aussi, il y avait une quasi inexistence d'informatisation. La digitalisation était aussi faible. Politique de gestion des ressources humaines aussi qui était faible, inefficace. Niveau de fraude, évasion fiscale, détournement et corruption qui était très élevé. Et non maîtrise du fichier fiscal. Les contribuables, il était difficile de retracer tous les contribuables, que ce soit des grandes, des moyennes, des petites et des micro-entreprises. Et également une base fiscale, base taxable étroite. Le secteur informel, exonération est très élevée. Alors, quelle démarche qui a été suivie pour la mise en place d'une agence de recettes, c'est-à-dire l'Office rwandais de recettes? Bon, l'État rwandais a suivi 4 phases pour la mise en place de cet office. Il y a la phase des études, la phase de création, la phase de transition ou d'opérationnalisation et la phase de stabilisation. Dans la phase des études, normalement, il a été question de faire des études de diagnostic des systèmes fiscaux et douaniers existants, la validation des études de diagnostic et adoption de choix du modèle organisationnel et institutionnel à mettre en place, puisqu'il y avait plusieurs possibilités de modèles d'adoption de modèles organisationnels et institutionnels. Donc, l'Office rwandais des recettes ici a choisi, du moins le gouvernement rwandais a choisi un modèle d'agence de recettes. Il y a également des types de faisabilité technique et financière. Quels sont les coûts probables pour la mise en place de l'Office des recettes? Mais non seulement l'analyse des coûts, il y a aussi la revue de la réglementation, quelles seraient les procédures fiscales et douanières, la gouvernance, question des tutelles, la structure organisationnelle, la transparence. Donc, la loi, donc les études de faisabilité technique et financière a passé en revue tous ces aspects, mais également les aspects de gestion des ressources humaines, le statut du personnel et l'analyse des avantages et inconvénients. Bien sûr, ici également, l'autre aspect dans ces études, c'était l'élaboration des outils, documents de gestion de pilotage. Entre autres, le plan stratégique, stratégie de communication, stratégie ou schéma informatique d'un office de recettes futur, le plan de transition, c'est-à-dire le passage de l'ancien système séparé vers un office unique intégré. Également, il a été question de visites et d'autres institutions similaires en Afrique où les réformes ont déjà été faites. Alors, la deuxième phase, c'était, je disais, la création de l'office. Ici, la matérialisation de la création de l'Office rwandais des recettes a été faite par la loi. Bon, cette loi revoit le statut juridique. Quel est le statut juridique? Bien sûr, même si c'est une agence de recettes, mais elle reste toujours une institution publique. Donc, une institution de l'État. Donc, ici, la loi également précise le mode de financement. La loi précise que l'Office rwandais des recettes retient 3,5% des recettes collectées. Mais généralement, la moyenne tourne autour de 2,7, la moyenne effective. Alors, l'Office a la flexibilité budgétaire, c'est-à-dire dès que le budget est voté au Parlement, l'Office rwandais des recettes a la latitude de dépenser ou d'effectuer ses investissements sans encore recourir au ministère des Finances. Mais si le Parlement déjà vote que c'est autant de milliards, 15 milliards, c'est un exemple,
l'Office rwandais des recettes va prélever le pourcentage jusqu'à la hauteur de 15 milliards. Même si l'Office prélève, disons, jusqu'au mois d'octobre, les 15 milliards, il stoppe le prélèvement de 3,5%. Donc, le prélèvement de ces 3,5% comme coût de fonctionnement et d'investissement a une limite, c'est-à-dire dans les limites du budget voté par le Parlement. Mais dès que le budget est voté, l'Office exécute son budget sans encore recourir au ministère des Finances. Alors, il y a également des règles de comptabilité qui sont précisées, les comptabilités déjà d'une agence privée. Il y a également la gestion des ressources humaines qui est prévue, qui est précisée. C'est-à-dire que les agents du nouveau Office des recettes ont un statut privé. Ils ne sont plus fonctionnels. C'est-à-dire que l'Office rwandais des recettes a le pouvoir d'engager, de recruter, former ses agents, rémunérer ses agents en fonction du pouvoir qui est motivant, en fonction du taux du marché aussi. L'Office également a un code de conduite, un code d'éthique sur lequel tous les agents de l'Office sont redevables. Donc, l'Office peut licencier, il peut recruter, rémunérer et former ses agents. Bon, la loi également précise le cadre de gouvernance. Quels sont les pouvoirs du ministre des Finances? Donc, fixe le pouvoir du ministre des Finances, les pouvoirs du conseil d'administration et le pouvoir du comité de direction qui est chapeauté par le commissaire général. Bien sûr, la loi également précise comment l'audit, du moins comment l'Office sera piloté, la surveillance, le monitoring de l'Office. L'Office doit être audité chaque année par l'Office de l'auditeur général des finances publiques, chaque année. Ou si l'Office de l'auditeur général n'est pas capable, n'a pas de ressources nécessaires, il recourt à des auditeurs externes, mais qui travaillent sous la supervision de cet office. Également, l'Office, du moins la loi précise les fonctions du département d'audit interne et de lutte contre la corruption, donc qui audite quotidiennement les opérations de l'Office et mène des investigations sur la corruption. La phase de transition. Dans la phase de transition, c'est au fait la phase d'opérationnalisation de l'Office. Il s'agit de mettre en œuvre... Peter, est-ce que je peux vous demander d'aller un petit peu plus vite pour qu'on ait le temps de répondre aux questions qui commencent à être nombreuses? Merci de votre compréhension. Ok, je vous entends. Ok, il s'agit d'opérationnaliser l'Office des recettes tout en mettant en place les organes de gestion et le redéploiement des anciens effectifs dans le nouveau Office. Alors, la phase de stabilisation, c'est le déploiement de toutes les initiatives de réforme, telles que l'introduction de la réforme et la TVA, la simplification des procédures, les aspects organisationnels, l'informatisation, la digitalisation. Donc, en bref, ici, je vous disais que l'Office a une organisation structurée qui répond à l'autonomie financière administrative. Au-dessus, nous avons le ministère des tuteurs, nous avons le conseil d'administration, le comité de direction et le département. En ce qui concerne les réformes qui ont été mises en place, par exemple, au niveau des déclarations et des paiements des impôts, la sécurisation. Donc, tous les impôts actuellement sont
déclarer et payer en ligne par mobile payment et ou directement en banque. Donc, au niveau de la DGE, nous avons 100% de déclarations de paiement en ligne. Au niveau des moyennes entreprises, c'est 100%. Et au niveau des petites et micro-entreprises, nous sommes déjà à 69%. Alors, au niveau des réformes qui ont été mises en place, il y a aussi l'informatisation. Le système, le département des impôts a un système automatisé. Les douanes ont un système également automatisé qu'on appelle Ascudaward, et le système de comptabilité, un système informatique. Et les trois systèmes sont intégrés ensemble. Et ce qui permet effectivement de parvenir à faire la déclaration, le paiement en ligne. Alors, quels sont les résultats? Certains résultats que je peux signaler ici, le temps est très limité, je vais citer quelques-uns. Je vous ai dit qu'au début, c'était au niveau de la performance des recettes, c'était 9% du PIB, mais en 2018, c'était par exemple 17%. Ça, c'est une indication de la performance. Donc, c'est aussi pour répondre que la performance d'une institution d'agence de recettes, on ne peut pas le voir à court terme. Mais également, lorsque vous mettez en place une agence de recettes, ce n'est pas la mise en place, ce n'est pas une panacée. Il faut continuer les réformes. L'introduction de la TVA. Actuellement, par exemple, on fait une gestion efficace de la TVA avec la facturation électronique de toutes les transactions. Et ces transactions, chaque transaction qui est effectuée par un commerçant ou un opérateur économique est directement captée dans le système automatisé des impôts. Donc, ça a permis effectivement d'augmenter la performance et la bonne gestion de la TVA et un bon service de contribuable. Il y a eu la synergie entre les départements, la simplification des procédures, la digitalisation, l'intégration des applications, la séparation de la politique fiscale et l'administration fiscale, une approche de planification opérationnelle en fonction des cibles claires et modernes, la maîtrise de la TVA par la facturation électronique et une administration qui est basée sur e-service. Donc, un service aux contribuables bien de qualité qui permet à ce qu'actuellement, le contribuable, le centre, l'administration fiscale, le contribuable est au centre de e-service. Il y a aussi la maîtrise de la corruption dans l'administration fiscale et une politique de gestion des ressources humaines qui est adéquate. Bon, les avantages, je ne vais pas y revenir puisque ce sont les inconvénients, ce sont presque les mêmes avec ce que les précédents ont cité. Mais quels sont les facteurs de réussite? C'est la volonté politique. C'est la volonté politique qui permet à ce que, qui soutient d'abord toutes les réformes, mais aussi qui évite à ce que le ministère des Finances et d'autres ministères n'interfèrent pas dans l'administration de l'agence de recettes. Un appui financier, bien sûr, le DFID, nous avons bénéficié d'un appui conséquent dans toutes ces réformes de DFID. Un pilotage efficace, des audits permanents et des audits externes. Bon, un système basé sur le contrat de performance et qui est évalué chaque année et à chaque niveau. Bien sûr, une forte collaboration avec les partenaires et autres acteurs tels que la police, tels que la fédération du secteur privé, ainsi de suite. Je vais terminer par les difficultés rencontrées. Bon, au départ, vous savez, intégrer les administrations fiscales et douanières n'est pas aussi aisé. Surtout le déploiement du personnel des anciens régis dans la nouvelle agence de recettes. Vous savez, lorsque vous visez la performance, ça va avec l'analyse des compétences existantes. Et parfois, à ce moment-là, on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas qualifiés
et aussi des gens qui étaient très âgés. Alors, si vous voulez informatiser, par exemple, aller dans l'informatisation, vous ne pouvez pas faire avec une personne qui n'a jamais touché à l'ordinateur, qui est âgé plus de 50 ans. Donc, on vise le recrutement de la jeunesse qu'on pourrait former. Et ça, c'est le premier défi, puisque déjà décider si à partir de 50 ans, chaque personne qui est âgée au-delà de 50 ans, qui n'a pas de qualifications requises, qui ne peut pas être formée. Donc, à ce moment, il fallait prendre la décision, c'est-à-dire de le mettre à l'écart. C'est ça la grande difficulté. Mais à ce moment-là, ça a créé un peu de remous. Mais la solution, c'était laquelle? C'était d'intégrer ces gens-là qui avaient été mis à l'écart à cause de l'incompétence, à cause de peut-être des qualifications, à cause de l'âge, de les intégrer dans l'administration publique et dégager l'administration fiscale des gens qui ne peuvent pas répondre aux objectifs. Ça, c'est le premier défi. Alors, la faible capacité des ressources humaines et manque d'expertise, la résistance au changement, une faible culture au consentement volontaire à l'impôt, la persistance de la fraude, l'évasion fiscale et la corruption, la planification fiscale par les multinationales, tax planning, ça aussi c'est un défi, le transfert de prix, price transfer pricing, et aussi une assiette fiscale qui était assez faible. Et aussi le dernier défi, c'est de trouver l'équilibre entre la facilitation du commerce et attirer les investissements. Ça, c'est vraiment aussi un dernier défi. Donc, voilà en bref l'expérience du Rwanda. Mais actuellement, avant de terminer, c'est que toute l'administration fiscale et douanière est zéro papier. Déclaration paiement en ligne par banque et par mobile money. Et tout le monde déclare en état celui. Donc, une administration e-service. Donc, toutes les demandes vers l'administration des recettes se fait en ligne. Et les réponses sont en ligne. Donc, le contrôle fiscal est basé sur l'analyse des risques, puisqu'on a un moteur de recherche qui intègre le système douanier automatisé et le système des impôts ensemble, qui permet de faire le filtrage et décider quel est le contribuable qui est à haut risque et orienter le risque et le contrôle fiscal. Donc, nous avons actuellement un personnel très qualifié, puisque depuis longtemps, l'administration fiscale a misé sur la formation et le renforcement des capacités. Donc, et aussi le temps de paiement d'impôts. Je crois, Peter, qu'il faut vraiment arrêter parce qu'on n'aura plus de temps. OK, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. J'ai terminé. Merci beaucoup et désolé d'avoir dû vous interrompre un peu. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez cesser de partager l'écran? On va essayer maintenant de répondre à quelques questions qui ont été posées soit avant le webinaire, soit durant ce webinaire. Alors, si on les passe en revue, on s'aperçoit que des réponses ont été données par les différents intervenants à certaines questions qui ont été posées, mais il y en a encore certaines qui mériteraient une réponse. Par exemple, une question qui est posée par un fonctionnaire de la RDC qui demande comment concilier la fusion des administrations fiscales et douanières quand il y a un niveau différent, cas de la RDC. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Maureen, tu veux répondre à cette question ou... Merci Anne-Marie. Juste précision, j'avais fixé plutôt sur l'aspect ressources humaines. Quand on parle de niveaux différents, il parle du fédéral, la région. C'est comme ça que vous comprenez niveau. Je ne sais pas, mais ou alors tu peux répondre à la première question qui était quelle approche de gestion aux ressources humaines face aux enjeux des agences de recettes? C'est certainement lié. Peut-être qu'il y a un problème justement de gestion différente des ressources humaines dans les deux administrations. Exact. Peut-être je peux parler un petit peu de ça. Ressources humaines,
c'est l'élément, comment je dirais, pour moi en tout cas, le plus important quand on évolue d'une classique modèle département vers une agence. Normalement, c'est là que le gouvernement nous donne un certain niveau de flexibilité, liberté, quasi-autonomie. Et normalement, ce qui se passe, c'est le conseil décisionnaire, dans ce cas-là, qui est doté avec la responsabilité de créer un nouvel cadre de la politique des ressources humaines. Alors, ça veut dire comment classifier les postes différents. Et ça semble pas trop important, mais quand on voit le problème qu'on a de garder nos experts informatiques, experts contrôle, vérification, quand on impose un modèle que tout le monde est de la même, ça ne nous arrange pas. Et ça, c'est le problème. Fonction publique classique ne rencontre pas les défis que nous rencontrons dans l'administration fiscale. Alors, toute une série de rôles, jeux, règles, procédures est approuvée par ce conseil parce qu'en quittant fonction publique, c'est pas pour dire que le monde est tout à fait libre à faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est ce conseil-là qui veille aux ressources humaines et qui gère les ressources humaines. Les recherches de 2006 nous ont bien démontré que c'était l'aspect le plus important de ces pays dans ce point-là, il y a 15 ans, qui sont allés vers l'agence, c'est la flexibilité qu'ils avaient côté ressources humaines. Souvent, ça arrive avec un hausse de salaire au début, mais ce qu'on voit, c'est avec le temps, la fonction publique augmente aussi. Alors, la différence commence à devenir de plus en plus petite, moins importante, moins intéressante. Alors là, c'est ce qui est intéressant même à ça avec ces agences-là, c'est les aspects carrière, nouvelles opportunités. Avec les réformes, c'est une carrière plus intéressante, espérons, que dans d'autres domaines de la fonction publique. Alors, je ne sais pas, Anne-Marie, si ça répond un peu, en effet, aux questions de notre collègue. Je ne sais pas, peut-être qu'il appréciera. On espère qu'on a apporté une réponse. On a une autre question sur la valeur ajoutée réelle de créer des agences des recettes communes de douane à impôts ou aux trois fiscalités, État et local, et à l'inverse, à séparer le recouvrement des recettes, voire des autres dettes pour le compte d'autres débiteurs. Quelqu'un veut répondre à cette question? Maureen, tu as une réponse. Grégoire? Dans certains pays, vous avez des services, enfin les administrations fiscales ou les agences de recettes peuvent collecter des recettes pour les collectivités locales avec certainement, enfin, ce qu'on a vu, hein, avec des frais de service qui peuvent monter entre 5 à 10% des montants collectés. On tombe vraiment sur les modèles, enfin sur les modèles, il n'y a pas de modèle, il y a très peu de transparence sur les modes de rémunération des agents des impôts et des agents en douane, aussi bien qu'ils soient agents ou inspecteurs. Et les primes, c'est très rare, j'ai vu dans quelques pays où on publiait le mécanisme de primes, mais en France, par exemple, on ne connaît pas les montants des primes de Bercy. Mais enfin, en tout cas, oui, les agences, normalement, on parle d'une centralisation, qu'on soit dans un État fédéral ou autre, et Maureen pourra me corriger, mais la TVA, à part effectivement l'exemple du Québec, mais normalement, pour que la TVA fonctionne, il faut qu'il y ait une centralisation de l'information et de la collecte, quitte ensuite à être reversée aux provinces canadiennes. En Allemagne, où la TVA, c'est 60% des recettes de TVA vaut aux lenders, il y a une administration fiscale centrale. Et l'Allemagne a mis en place une administration fiscale centrale récemment pour l'IS, enfin il y a moins de 20 ans, parce qu'on s'était rendu compte que l'IS était administré par les lenders. En fait, il y avait une compétition, une concurrence entre les lenders en matière de contrôle plus ou moins souple. Donc bref, ce que l'on observe plutôt, c'est une centralisation avec des frais de service et autres, quitte ensuite à reverser aux collectivités territoriales compétentes. Enfin, merci. Peut-être avant de répondre aux questions qui ont été posées en ligne, une autre question qui nous a été posée par écrit. Est-ce que la création d'une agence de recettes ne conduit pas à se focaliser exclusivement sur la mobilisation des recettes et donc à négliger, entre guillemets, certaines autres missions que pourraient avoir des administrations financières, notamment la douane, je pense? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Peter, vous voulez répondre à cette question?
moi, je crois que non. Bon, normalement, une agence de recettes, lorsque dans ses missions, d'abord, c'est la mobilisation des ressources, des recettes douanières et fiscales, et autres si le gouvernement en ajoute, mais aussi il y a les missions de lutte contre la fraude et les trafics illicites, c'est-à-dire la mission de protection. Hein? La mission de protection, j'ai dit, qui était une mission de la douane, c'est une mission effectivement qui est récupérée par l'Office. Donc, des autres missions aussi doivent être remplies par une agence de recettes en dehors de la mobilisation des recettes. Mais également, il y a une mission qu'on n'a pas toujours considérée généralement. C'est une des missions qui est principale, c'est fournir un service de qualité aux contribuables. C'est-à-dire, actuellement, l'administration doit être orientée, centrée sur le contribuable. Donc, la satisfaction du contribuable amène un degré élevé de discipline fiscale et la conformité à la déclaration ou le consentement volontaire à l'impôt. Cette mission est très capitale. Lorsque on l'a expérimenté au sein de l'Office rwandais des recettes, donc lorsque vous focalisez l'objectif sur la satisfaction du contribuable, en mettant les outils informatiques et les facilités qui permettent à ce que le contribuable se serve au lieu qu'on le sert. Donc, ça devient, c'est une mission capitale en dehors des missions traditionnelles. Je peux en profiter pour répondre à la question de la RDC. Oui, rapidement. Oui, pour la question de la RDC, comment concilier la fusion? En fait, c'est l'intégration. Il y a une chose peut-être qui est discutable. Ce n'est pas, bon, nous, on pense que ce n'est pas la fusion, c'est l'intégration. Parce que la fusion, c'est comme si on va abandonner les missions de la douane et des impôts et puis on va fusionner en désordre. Non. Lorsqu'on intègre des régies, la mission de la douane reste les missions de la douane. Et les missions des impôts restent aussi les missions des impôts. Mais par contre, il y a une autre synergie qui naît entre les administrations. Mais alors, pour revenir à la question, la conciliation, en fait, tout part de la loi. Que dit la loi qui crée l'office? Bon, à partir de la loi, lorsqu'il y a les offices de recettes ont généralement une même structure organisationnelle. Donc, à partir de là, il est facile de concilier, puisqu'il faut déjà, lorsque la loi précise les missions, les rôles des départements, à partir de là, maintenant, il est facile de décrire ce qu'on appelle le job description. C'est-à-dire les tâches pour chaque département et pour chaque fonction. Donc, en tant qu'un grand pays comme la RDC, bon, le modèle organisationnel, bien sûr, il peut y avoir un organe central qui chapeaute toutes les régions, comme la douane a des démembrements ou la douane a des démembrements. Il suffit seulement d'avoir, à partir de la loi, on peut définir quelles sont les attributions à chaque niveau organisationnel. Et cela est maintenant en tenant compte de la mutualisation des services communs. Puisque aussi, quelque chose de valeur ajoutée au niveau d'une agence en douane, c'est la mutualisation des services communs, la mise ensemble telle que l'administration, telle que les ressources humaines. On ne peut pas avoir des ressources humaines pour la douane, des ressources humaines de gestion pour les impôts, ainsi de suite. Mais par contre, les services communs, on les mutualise et c'est ce qui fait concilier, qui permettent de mettre en œuvre une agence de recettes. Voilà, Amber, ce que je peux dire. Merci Peter. Peut-être une question Juste un point, Anne-Marie. Oui. Moi, il me semble, enfin, pour la douane et sa relance, c'est déjà certaines agences, et Maureen peut me corriger, l'agence Revenu Canada n'intègre plus les douanes. Et d'autre part, ou en tout cas, il y a eu une dissociation. À un moment, il y a eu fusion, puis après, sont dissociés. D'autre part, les douanes, effectivement, ont d'autres missions que collecter les recettes, ont des missions de protection et de sécurisation des frontières. Et il est vrai que dans les pays en développement, on considère les douanes, et c'est un important collecteur de recettes,
Après, soit on fusionne cette rôle des douanes, mais je me souviens que, par exemple, en Algérie, vous aviez aussi une armée, enfin, c'est des groupes paramilitaires, enfin, excusez-moi, c'est des groupes qui dépendent du ministère de la Défense, qui font aussi la sécurisation des frontières. Et donc, on avait les douaniers qui étaient en deuxième rideau derrière les forces armées, un certain groupe de forces armées. Donc, on peut, enfin bref, quand on parle des douanes, c'est pas si simple. Et les agences de recettes, mais Maureen, il me semble que voilà, l'agence de recettes canadienne, qui est souvent citée en exemple, n'intègre pas l'activité douanière. Maureen, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste une petite… Rapidement. Oui, exactement. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais ils étaient fusionnés il y a à peu près 20 ans. Il faut dire une grande partie du raisonnement pour le déchirage, je peux le dire comme ça, était la pression politique des Américains. Parce qu'ils voyaient quand ils ont créé la Homeland Security, on n'avait pas la même chose ici. Alors, par la suite, nous, on a créé le ministère de la Grande Sécurité publique. Mais le défi pour décider qu'est-ce qui était gardé chez les impôts et qu'est-ce qui allait vers douane était un travail d'une complexité énormément. Où on tire le fil, c'était pas évident. Alors, c'est le modèle de déruption, de désintégration de tout ça, mais pas complètement parce que ça marchait pas, c'était plutôt, il y avait beaucoup de choses qui jouaient dans cette scène. Bien, merci pour ce complément. Peut-être pour terminer, parce que on va essayer de répondre à une dernière question qui note que après l'engouement suscité par le modèle des agences de recettes qui est apparu séduisant il y a quelques années, on constate que plusieurs pays restent maintenant réservés sur l'efficacité additionnelle du dit modèle en termes d'avantages coûts et qu'il y a donc une sorte de pause. Et effectivement, sur le continent africain, on peut s'apercevoir que à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu beaucoup de basculements en faveur de ce type d'administration. En revanche, après le Burundi et le Togo qui a basculé en 2014, depuis, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu d'autres candidats. Alors, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui pourrait expliquer cette pause un petit peu dans ce mouvement? Vous avez une idée? Qui veut essayer de répondre? Je peux simplement compléter avec une question, enfin, ça rejoint la question de l'efficacité hein, que je viens de lire là dans le chat de Seydou Sawadogo, qui dit « La mise en place de réformes courageuses au sein des administrations fiscales et douanières, sans l'implantation formelle d'une agence, ne donnerait-elle pas les mêmes performances ?» Donc, comme ça regroupe un peu là, cette question de l'efficacité, je l'ajoute. Okay, je vais faire une réponse très courte et ça demandera peut-être la réponse à Peter, mais le coût de mettre en place une agence, quand vous parlez du soutien de DFID, je pense qu'on parle de dizaines de millions de dollars. Moi, ce que j'ai vu au Burundi, c'était de l'ordre de 20 à 30 millions de dollars. Quand je vois au Bénin, enfin des administrations qui ne sont même pas propriétaires de leurs murs, voilà, il faut voir les recettes, enfin les ressources énormes qui ont été mises en place pour ces agences. Et pour répondre à Émilie, oui, peut-être qu'une réforme, volonté politique au niveau d'une administration avec les mêmes moyens serait aussi cohérent. Mais encore une fois, il faut aussi penser qu'on arrive dans une ère de New PFM, de création d'agences partout, surtout. Mais quel a été le coût au Rwanda? Est-ce qu'on a estimé le coût? Peter, est-ce que vous voulez essayer de répondre rapidement à l'interpellation de… Oui, c'est vrai. Le coût de la mise en œuvre d'emblée est élevé. Au Rwanda, si je me rappelle bien, c'est autour de plus de 15 millions de dollars. Mais c'est dans le temps, avec la formation, il y a les formations aussi incluses. Je ne parle pas la première année. Donc, tout au long de l'appui, il y a l'investissement de départ, les études de départ, puisque ça a été fait par des cabinets internationaux. Il y a aussi le coût de la mise en place, la rémunération du premier commissaire général pendant 7 ans, et la formation à l'extérieur, et ainsi de suite. Donc, tout ça là, c'est pas un coût instantané de la première année, mais c'est un investissement.
Et d'emblée, on a tendance à dire que voilà, le coût de mise en place est très élevé sans voir dans le temps et qu'est-ce que l'investissement a généré. Donc, on ne peut pas mettre le coût à la première année, mais par contre, il faut l'amortir sur l'ensemble des années. Donc, par conséquent, il y a aussi, moi, je trouve que le coût, il vaut le coup, c'est nécessaire. Puisque quand vous voyez les retards, le retour d'investissement, il est très intéressant. Je vous parlais du Rwanda. Par exemple, l'investissement dans les technologies d'information de l'Office rwandais des recettes. N'eût été cet appui, on ne pouvait pas y arriver. Bon, je peux le dire. Mais quand vous voyez actuellement, si l'administration arrive à zéro papier, ça vaut le coup. Bon, maintenant, à l'inverse, le coût de l'administration des administrations, c'est pareil. Il n'est pas connu. Le coût de la corruption n'est pas évalué. Il y a ce qu'a dit Grégoire en ce qui concerne les primes. Moi, j'ai été conseiller du ministre de l'économie et des finances du Togo pour la mise en place de l'Office togolais des recettes pendant 4 ans et demi, du début jusqu'à la fin. Je vous dis, les primes, on ne connaissait pas. C'est énorme. Et puis, il y a des effets de la corruption. Et c'est la même chose dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le coût de l'administration existante n'est pas connu. On a tendance à dire que les salaires sont faibles, mais les coûts cachés sont énormes. Merci. Merci Peter, mais ça soulève quand même moi j'aurais une autre question. Vous mettez en avant le fait, la réduction de la corruption, le fonctionnement avec zéro papier, etc. On peut quand même se demander si on est obligé de passer par une organisation sous forme d'office de recettes pour viser le fonctionnement avec zéro papier ou une lutte contre la corruption. Donc je pense que maintenant on est arrivé à la fin de ces passionnants échanges. On est un peu frustré parce qu'on se rend compte que, bien évidemment, on n'a apporté que des petits points de lumière sur un tas de questions pour lesquelles nous n'avons pas pu donner de réponse claire et définitive. De toute façon, ça a été très intéressant. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées en ligne. On peut nous contacter par l'intermédiaire du site de la FERDI. Je remercie beaucoup les intervenants, Maureen, Grégoire, Peter, qui ont accepté de participer à ce webinaire. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont écoutés et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui ne manquera pas d'être organisé par la plateforme française sur la mobilisation des ressources intérieures publiques et sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations sur le site de la FERDI quand on aura choisi un thème, quand un thème aura été identifié et qu'on aura déterminé la prochaine date. Voilà. Merci encore et à bientôt dans le cadre d'un autre webinaire. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.